Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes le 18 février 2025. Je vous retrouve pour une 110e mondoscopie, si ma mémoire est bonne. J'ai pas de très bonnes nouvelles. Pour tout vous dire, on est quand même à un niveau d'impasse diplomatique assez lourd. On est dans des processus chaotiques. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de nouveau de ce qui se passe à propos de l'Ukraine, parce qu'il y a quand même des pourparlers en cours à Genève, et puis, bien sûr, de l'Iran. Et là aussi, c'est quand même, assez acrobatique. Voilà, donc ce seront mes deux points principaux. Le troisième point touchera plutôt le discours de Marco Rubio à la conférence de Munich. J'en ai parlé dans un texte pour Géopragma, pour mon billet du lundi, de ce lundi, mais je vais quand même vous en parler à vous qui n'êtes peut-être pas allés voir le billet du lundi sur le site de Géopragma. Et je vais essayer voilà, de vous dire ce qu'il en est un peu du point de vue des Américains par rapport à l'Europe aujourd'hui. Comment nous voient-ils et que font-ils pour nous ramener sous leur tutelle étroite? Et comment on réagit? Et je terminerai, c'est un troisième point bis si vous voulez, mais enfin il est lié au troisième, sur des questions financières qui démontrent la vanité de nos postures d'autonomie stratégique, même économique ou financière européenne. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des pourparlers de Genève. Bon, de quoi parle-t-on exactement ? On n'en sait pas vraiment grand-chose à ce stade. C'est le deuxième jour de pourparlers, aujourd'hui, mercredi. On ne sait toujours rien d'un point très important, qui est celui des garanties de sécurité américaines promises aux Ukrainiens. Le document reste secret. Zelensky, le président ukrainien, explique qu'il est totalement finalisé et qu'il suffirait que les Américains le signent, mais ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord pour le faire. Pour l'instant, du côté russe, on est toujours sur des positions plutôt durcies sur le terrain et en matière diplomatique aussi, comme je l'ai expliqué dans les dernières mondoscopies. Les Russes ne bougent pas, en fait, d'un poil par rapport à leurs demandes de fonds, qui sont toujours les mêmes, une nouvelle architecture de sécurité en Europe, un accord comprehensive, donc global, bien sûr une Ukraine qui ne soit pas de nouveau militarisée, certainement pas avec des forces européennes sur son sol, la récupération du Donbass et même a priori des 4 oblasts, donc y compris Kherson et Zaporijie, mais je vous expliquerai que ça n'est pas très clair non plus sur ce point. Bref, les Russes pour l'instant, et bien sûr la reneutralisation stratégique de l'Ukraine. Bon. Donc c'est toujours des lignes de négociation qui sont quand même assez peu susceptibles de se rencontrer, à moins que les Américains ne se décident à vraiment faire subir une forme de pression décisive à la partie ukrainienne et européenne, parce que ça va ensemble. Mais il y a bien sûr, du côté russe, j'en ai parlé la dernière fois, je pense la semaine dernière, il y a 2 lignes aussi diplomatiques qui se font de plus en plus d'ombre, manifestement. Je vous ai expliqué que Sergueï Lavrov avait exprimé quand même des critiques, il n'est pas le seul, sur la bonne volonté vraiment très, très durable et résistante du président Poutine. Donc il y a 2 lignes de négociation. Il y a une ligne économique avec Kirill Dmitriev qui continue à discuter avec des émissaires américains, toujours les mêmes, Witkoff et Kushner. De l'autre côté, la partie plus professionnelle, si vous voulez, plus diplomatique et qui, elle, traite de l'Ukraine en tant que telle, et qui est là confiée à des diplomates de métier qui n'ont manifestement pas la manière de voir les positions américaines que Dmitriev, qui lui, bon, je ne dirais pas que c'est un enfant des États-Unis, mais enfin tout son parcours
l'incline à être dans une dynamique plus ouverte et peut-être plus compréhensive vis-à-vis des demandes américaines, et en tout cas verser clairement sur les aspects économiques et financiers d'un possible rapprochement ou d'un dialogue sérieux et productif et j'allais dire fructueux au sens propre du terme entre Washington et Moscou. Bref. Quant aux Ukrainiens, on connaît la position. Zelensky se montre plus buté que jamais sur tous les points évoqués par les Américains. Il veut toujours tout, il veut récupérer tous les territoires que ses armées ont perdus, il veut bien sûr les garanties de sécurité américaines, il veut des forces européennes sur son territoire, il a toujours l'intention d'entrer dans l'OTAN et au moins dans l'UE, et on voit que les autorités européennes, en tout cas de Bruxelles, ont l'air d'aller sur cette voie, qui est à mon avis extrêmement dangereuse pour l'Europe. Et voilà, puis pour le reste, il demande toujours des armes, de l'argent, etc., etc., etc. Il s'est fait répondre très très vertement par la leader politique du parti AfD en Allemagne, Alice Weidel. Mais bon, elle n'est pas au pouvoir. Pour l'instant, c'est le chancelier Merz. Et puis les Américains, face à cet entêtement, si vous voulez, on sent quand même une certaine impatience qui monte du côté de Trump, qui l'a dit dans son avion récemment et qui lui demande de s'asseoir et de venir à la table des négociations de manière sérieuse. Bon. Chers amis de Paix et Guerre, je profite de cet instant pour vous parler de notre partenaire du jour, NordVPN. Aujourd'hui, on a tous accès à Internet, mais pas toujours au même Internet. Que vous le sachiez ou non, le contenu auquel vous avez accès dépend de votre emplacement géographique. Beaucoup de plateformes et de médias restreignent leur accès selon votre adresse IP. C'est ce qu'on appelle les géorestrictions. Par exemple, vous pouvez vous retrouver bloqué si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez regarder des programmes sur MyCanal ou France TV. En effet, certains pays bloquent l'accès à ces services, tout comme la France bloque par exemple RT France, pour ne pas la nommer, ou d'autres chaînes comme RTBF ou RTL Play. Cela peut être très handicapant, surtout lorsqu'on s'intéresse, comme vous sans doute, aux questions internationales, à la géopolitique et qu'on veut confronter les points de vue. C'est là que NordVPN entre en jeu. Avec NordVPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement. En un clic, vous adoptez une adresse IP belge, française, américaine ou d'un autre pays. Vous êtes ailleurs virtuellement. Résultat, vous accédez librement à des contenus normalement bloqués dans votre pays, et tout ça de manière sécurisée. Vos données sont chiffrées, votre IP est masquée et votre navigation est 100% confidentielle. Mais ce n'est pas tout. NordVPN intègre aussi une protection contre les sites malveillants, c'est ce qu'ils appellent la protection anti-menace. Si vous tombez sur une fausse boutique, un site douteux ou une arnaque au phishing, NordVPN vous alerte et bloque immédiatement l'accès en temps réel. Et en plus, il bloque aussi les trackers web qui récoltent vos données à votre insu pour vous inonder de publicités ciblées, qui est quand même très désagréable. Si cet outil vous intéresse, vous pouvez rejoindre NordVPN via le lien en description. Vous bénéficierez de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, avec bien sûr une garantie de remboursement de 30 jours. NordVPN, c'est un vrai plus pour sécuriser votre navigation et débloquer tout le potentiel de l'Internet international. Vous restez à l'abri de toutes les menaces tout en pouvant mieux vous informer. C'est un formidable outil, en fait, tout en un. Et enfin, évidemment, en vous abonnant à NordVPN, vous savez que vous soutenez Paix et Guerre, et de cela, je vous remercie déjà par avance. Du côté européen, c'est clair qu'on ne veut pas vraiment qu'on avance, puisqu'on garde aussi des positions tout en expliquant qu'il va falloir reprendre langue avec la Russie. En fait, les Européens ne sont déjà pas capables de s'entendre sur un médiateur, sur une personnalité qui pourrait les représenter dans une éventuelle négociation avec Moscou. Ils n'ont appointé personne. Peut-être le président français s'imagine-t-il dans ce rôle, mais certains ne sont pas d'accord, et notamment les Allemands. Je vais revenir là-dessus. On a la représentante des affaires étrangères européennes, Kaja Kallas, qui, elle, continue avec un discours qui évidemment ne peut pas porter le moindre résultat positif
dans le rétablissement d'un dialogue, puisqu'elle explique que la Russie est un prédateur éternel, qu'elle doit capituler, qu'elle doit rendre, qu'elle doit rembourser, qu'elle doit financer la reconstruction de l'Ukraine. Bon, enfin voilà. Donc, et les autres Européens, malgré tout, suivent. Je pense notamment aux Danois, là, au Premier ministre danois, qui ferait mieux de s'occuper du Groenland, parce que ça va revenir sur le tapis. Mais enfin bon, voilà. Pour l'instant, ils donnent de la voix aussi. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle va encore beaucoup plus loin, puisqu'elle a fait récemment un discours qui explique que il faut que l'Ukraine entre rapidement dans l'Europe, alors que c'est un pays en guerre, et il est envisagé de la faire rentrer avec une espèce de procédure, vous voyez, de fast track, rapide, qui permettrait évidemment de contourner l'opposition de certains pays, notamment bien sûr l'opposition hongroise, l'opposition slovaque, mais il y en a aussi d'autres. Et elle explique que pour ça, s'il faut changer les règles européennes, et passer contourner le droit de veto, si vous voulez, contourner l'unanimité nécessaire pour l'adhésion d'un nouveau membre et passer à un vote à la majorité, mais pourquoi pas, et qu'une fois que l'Ukraine sera entrée dans l'Europe, eh bien on pourra activer ce qu'on appelle la clause de sécurité collective. Vous savez, j'en avais parlé, mais il y a déjà longtemps, au moment où les Européens commençaient déjà à dire « bon, si l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN, elle peut déjà entrer dans l'UE » parce que au sein des mécanismes prévus de l'UE, il y a une obligation d'aide, en fait, à un pays s'il était attaqué. Alors, si l'Ukraine entrait dans l'Europe alors qu'elle est encore en guerre, vous imaginez ce que ça veut dire si cette clause est active, et ça veut dire que tous les pays de l'Union européenne sont en guerre aussi, de fait, contre la Russie. Donc, les conséquences, les implications militaires et les implications, bien sûr, géopolitiques pour l'Europe d'une telle évolution serait absolument dramatique. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est quand même une grande cacophonie, mais il y a quelque chose de très dangereux et de très inquiétant, de mon point de vue, qui émerge de cette cacophonie. L'Ukraine, en fait, masque un jeu de puissance intra-européen qui est de plus en plus visible. Et ce jeu, clairement, c'est celui de l'Allemagne, qui est en train de vouloir revenir en majesté, n'est-ce pas, au centre de l'Europe, en tant que puissance non plus simplement économique, et son économie ne va pas très bien, mais en tant que puissance militaire. C'est-à-dire qu'en fait, les Allemands, qui sont en train de devenir l'un des leaders en matière de budget militaire en Europe, je rappelle que en 2025, ils sont au 4e rang mondial après la Russie en termes de budget militaire en chiffres absolus. Donc ça a été multiplié par 3 depuis 2022. Je ne sais pas si vous voyez l'accélération qui s'est faite à l'occasion de la guerre en Ukraine. Elle envisage même le retour à la conscription obligatoire, si ça devait être nécessaire pour mobiliser. Et donc, elle veut devenir la grande puissance militaire européenne, en fait, à horizon 2030. On est quand même très très loin des accords anciens maintenant, fin de 1990, au moment de la réunification, dans la suite de la réunification, l'accord 2+4, qui était donc Allemagne, États-Unis, Russie et France, qui limitait son potentiel conventionnel et évidemment proscrivait toute évolution vers le nucléaire militaire. On est donc dans un... En fait, l'Allemagne est en train de tenir la dragée haute à la France. Moi, ça me rappelle évidemment ce qui s'est passé au moment de l'explosion de la Yougoslavie, c'est-à-dire, et de Maastricht, et des premiers, de ce qui a précédé
la naissance de la monnaie, la naissance de l'euro, si vous voulez, c'est que les Allemands, déjà à l'époque, nous faisaient une forme de chantage implicite sur le thème « nous, notre marque, il est puissant, on y tient, donc on ne l'abandonnera pas contre rien ». Donc finalement, l'euro est devenu un peu le marque et nous en avons subi évidemment les conséquences en abandonnant notre franc. Mais surtout, il y avait déjà cette espèce de chantage, si vous voulez. Si vous voulez nous retenir, si vous voulez qu'on reste avec vous, maintenant que nous sommes réunifiés, puissants économiquement et très nombreux, hein, l'Allemagne était passée à 80 millions, par rapport à la France, c'était clair, eh bien, il va falloir nous donner quelque chose. Et là, en fait, les Allemands nous prennent à notre propre discours, au discours présidentiel français, c'est-à-dire, c'est bien de parler de souveraineté militaire européenne, d'Europe puissance, de nouveau, etc., mais il faut mettre des chiffres. Derrière tout cela, il faut assumer, et si vous n'êtes pas capable d'assumer financièrement, comme les Allemands sont en train de le faire en annonçant des budgets militaires faramineux, eh bien vous pouvez le faire autrement, effectivement, avec pourquoi pas une mutualisation de votre parapluie nucléaire, hein, de votre dissuasion française, et puis bien sûr il y a toujours... dans les esprits, ça flotte et ça continue à flotter et à être discuté, la question du siège de membre permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on est en train de rentrer, de mon point de vue, dans un piège extrêmement dangereux, à l'intérieur même de l'Europe, dans notre rapport avec l'Allemagne, qui fait qu'on va être conduit à une surenchère de concessions, que l'on considère peut-être comme valables et bonnes, du point de vue français, vous savez ce que j'en pense évidemment, pour rester collé, si vous voulez, pour que la dynamique européiste se poursuive. Voilà. Et que les dissensions qui apparaissent à propos de l'Ukraine soient finalement remises sous le boisseau et qu'on continue comme un seul homme à nourrir ce conflit en fait en prétendant le régler. Bon, alors ça se voit, il y a une querelle assez ouverte entre le chancelier allemand Merz et le président français, qui en fait date de la fin de l'automne, enfin de l'hiver dernier, de décembre, si ma mémoire est bonne, au moment où les Allemands avaient beaucoup poussé pour qu'en fait on fasse un prêt considérable à l'Ukraine, qu'on a fini par faire, mais on ne l'a pas lié, comme le souhaitait Berlin, à la captation, si vous voulez, à la prédation des assets russes, des avoirs russes gelés, européens, en Europe. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas entre les Français et les Allemands. Et en fait, nous, on a tendance, comme toujours, à en remettre une couche, si vous voulez, dans le sens de la concession, de l'affaiblissement de nos propres positions nationales. Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup. Quant à Giorgia Meloni, elle est aussi en bisbille avec la France pour l'instant. En tout cas, ça ne va pas très bien. Il y a tout un tas de contentieux qui sont plus ou moins à fleuret moucheté entre l'Italie et la France actuellement. Mais voilà, ce qui est très grave, c'est qu'on entre dans un jeu de dupes, en fait. C'est que l'Allemagne va finir par prendre vraiment la main, y compris militairement, y compris politiquement, et bien sûr dans un lien extrêmement étroit avec les États-Unis. Bon, donc il faudrait qu'on ait des positions probablement plus souveraines, si j'ose dire, plus lucides et plus créatives aussi, car nous avons des atouts que les Allemands, évidemment, n'ont pas. C'est bien pour ça qu'ils veulent nous les prendre, ou en tout cas qu'on les mutualise à leur bénéfice. Bon. De toute façon, les Européens, pris ensemble, en dépit de leurs divergences, se plaignent toujours donc, de n'être pas à la table des négociations, même si évidemment il y a des envoyés à Genève, mais enfin on voit bien que tout ça se fait sans nous. Mais encore faudrait-il nommer un négociateur sérieux,
voilà, qu'il y ait des choses à proposer ou à discuter avec la Russie, puis déjà vouloir véritablement reprendre le dialogue. Alors, je reviens aux pourparlers eux-mêmes. Ce qui est notable dans ce nouveau round, si vous voulez, même si les positions paraissent irréconciliables, en fait, on est revenu un peu à un format de négociation et probablement des attendus aussi de négociation, en tout cas du côté russe et du côté américain, qui sont ceux de l'été dernier. C'est-à-dire après Anchorage, même si cette fameuse formule d'Anchorage, qui est restée tellement secrète que personne ne peut vraiment savoir ce qu'il y avait dans le document remis par Witkoff à Poutine en amont du sommet du 15 août, et ni après vraiment ce qui s'est dit à Anchorage, on revient manifestement à ça. Ça se voit parce que le négociateur qui était là depuis le début, le négociateur en chef du côté russe, Medinsky, est de nouveau là à Genève. Et évidemment, les Ukrainiens sont furieux parce qu'ils le considèrent extrêmement dur. Il n'était pas là à Abu Dhabi, mais parce qu'on parlait de choses essentiellement militaires à Abu Dhabi, mais il était à Istanbul. Et c'est là que les Ukrainiens avaient en fait rejeté les négociations, avaient botté en touche parce que ils maintenaient qu'ils voulaient leur cesser le feu inconditionnel, qu'appuyaient d'ailleurs les Européens, etc., etc. Donc là, manifestement, les Américains se sont mis d'accord avec les Russes, très probablement, pour qu'il y ait dans la négociation russe Medinsky. Il y a aussi le vice-ministre des Affaires étrangères Galuzin, qui est aussi un tenant d'une ligne très dure, et qui, lui, avant les pourparlers là, de Genève, a fait une déclaration qui est quand même qui mérite d'être relevée. Il a dit, écoutez, il y a quand même un problème de confiance et de légitimité du gouvernement actuel, enfin du régime de Kiev, du gouvernement actuel ukrainien et du président ukrainien, et il faudrait en fait que l'Ukraine soit placée d'une certaine manière sous une tutelle étrangère. J'imagine qu'il ne rêve, enfin, il ne peut pas imaginer que ce soit évidemment sous la tutelle de la Russie, mais la tutelle des Nations Unies, pourquoi pas, enfin, quelque chose qui fasse que ce qui pourrait sortir de ces négociations est une valeur, engage véritablement l'Ukraine. Voilà. Parce que, bon, c'est clair qu'ils n'ont aucune confiance dans le gouvernement actuel, dans sa représentativité et d'ailleurs dans sa durée. Donc, il voudrait qu'il y ait cette tutelle. Il a donc dit qu'il voulait qu'il y ait une tutelle jusqu'à ce que des élections sérieuses puissent se tenir en Ukraine. On imagine ce que les Ukrainiens pensent de cette idée. Et d'ailleurs, les États-Unis aussi. Ça m'étonnerait que ce soit accepté du côté américain. Alors ensuite, il y a un autre sujet, c'est pourquoi Genève ? Et c'est là que je reviens à ce que je vous ai dit en introduction, c'est-à-dire que c'est quand même très mal parti, et il n'y a sans doute pas grand-chose à attendre de ce round de Genève. Pourquoi Genève ? C'est parce que les Américains ont insisté, et pourquoi ? Parce qu'en fait, leurs deux négociateurs en chef, en tout cas ceux qui sont mis en avant, c'est-à-dire Steve Witkoff et Jared Kushner, qui ne sont quand même pas qui ont la confiance de Trump sans doute, mais qui ne sont évidemment pas des diplomates de carrière, eh bien, sont censés discuter à Genève en même temps, dans le même laps de temps, si vous voulez, la paix en Ukraine et la paix avec l'Iran. Voilà, en toute simplicité, comme si c'était faisable. Donc, si vous voulez, ça révèle quand même le niveau soit d'utopie du côté américain, soit comment dirais-je, pardon, coupe. Ça révèle le niveau d'utopie américaine et en fait, ou alors, si c'est pas de l'utopie totale, c'est-à-dire c'est pas faisable en fait, si vous voulez, deux négociations de cette importance à tenir par les mêmes hommes en quelques jours, c'est pas parce que c'est au même endroit que c'est faisable. Voilà. Bon, mais néanmoins, soit ils pensent qu'ils en sont capables, soit ils n'accordent pas vraiment d'importance à ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit sur le dossier ukrainien
ou sur le dossier iranien, ils entretiennent juste voilà, pas la mascarade, mais enfin le théâtre de ces négociations, en sachant qu'il n'y a pas de grandes avancées à attendre, ni sur un dossier, ni sur l'autre. Donc c'est pour des raisons, en fait, j'allais dire, c'est pour le côté pratique, si vous voulez, de Genève, qui est bien sûr, depuis plus d'un siècle, le centre des négociations internationales, évidemment, où il y a toutes les facilités possibles, où il y a toutes les communications sécurisées possibles, aussi bien du côté russe que du côté américain. Bon, donc ça, c'est vrai, pratiquement, c'est bien Genève, c'est évident. Il y a toutes les salles, tous les endroits, on peut se parler, on peut communiquer avec ses capitales respectives. Bon, c'est plus simple a priori pour négocier. Mais néanmoins, deux dossiers de cette lourdeur, de cette gravité, en fait, c'est pas faisable, en fait. C'est pas sérieux. C'est pas très sérieux de mon point de vue. Les Russes, eux, avaient une préférence pour aussi des questions de sécurité pour Istanbul ou pour Abu Dhabi. Les Ukrainiens, ils voulaient que ça continue à Miami. Les Iraniens, eux, sur leur dossier, préféraient Oman. Ils voulaient pas aller en Turquie. Bon, bref, Genève a fait finalement l'accord. Et les Russes se sont prêtés au jeu, parce qu'il faut comprendre que pour les Russes, c'est assez compliqué d'aller à Genève aujourd'hui, étant donné que le ciel européen leur est interdit. Il n'y a que l'Italie qui a accepté que les avions russes survolent le territoire. Donc ils sont passés par la Turquie. Enfin, c'est un vol extrêmement long, de près de 9 heures, au lieu de 3 ou 4. Assez compliqué, et ils ne voulaient évidemment pas prendre le risque que, on ne sait jamais, on est à un tel niveau de folie qu'on peut imaginer vouloir descendre un avion avec l'équipe de négociation russe à l'intérieur, pourquoi pas. Tout est possible aujourd'hui, si vous voulez, on est à un tel niveau de folie collective que, voilà, en tout cas, ils n'ont pas voulu prendre le risque, donc ils ont accepté de faire tout cet immense détour pour complaire aux exigences américaines et pour montrer qu'ils restent de bonne volonté. Bon. Voilà, ils sont... D'ailleurs, il y avait même le ministre des Affaires étrangères suisse qui est allé à Moscou en amont de ce qui se passe là à Genève pour les convaincre, en fait, pour leur expliquer que la Suisse assurerait la sécurité... et que les Américains assureraient d'ailleurs la coordination du vol, enfin du trajet. Bon. Donc, Zelensky, évidemment, n'est pas content de cela, voilà, parce que ce n'est pas ce qu'il souhaitait. Lui, il voulait Miami, mais enfin, il n'a pas vraiment le choix. Donc, si vous voulez, côté américain, il y a aussi le secrétaire d'État adjoint, Driscoll, qui est là. Il y a aussi le commandant américain des forces alliées, donc de l'OTAN en Europe, qui sera là. Et côté russe, il y a, outre donc Dmitriev de son côté, et puis toujours les mêmes du côté russe, donc, donc, que je vous ai cité tout à l'heure, il y aura aussi le chef du renseignement militaire, Kostiakov, russe, qui sera là. Donc, voilà, tout ça, c'est quand même extrêmement chaotique. On ne voit pas très bien comment on peut serrer les problèmes, comment on peut assurer la coordination des propositions, des contre-propositions, Enfin, si vous voulez, c'est quand même extrêmement compliqué. Ça reflète bien sûr la complexité politique américaine, des lignes aussi au sein de l'administration américaine et de la Maison-Blanche. Là aussi, il y a des courants plus ou moins durs, mais en tout cas, ce qu'on peut penser, à moins que je ne me trompe et que ce soir on nous annonce quelque chose de tout à fait dirimant, je ne crois pas qu'il y aura une grande avancée dans ces pourparlers de Genève. Voilà, parce que en fait, tant que les Américains ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment, et ne l'imposent pas d'une certaine façon à l'Ukraine et de facto aux Européens,
il n'y aura rien. Il se passera peut-être des choses entre les Russes et les Américains, mais les uns comme les autres resteront discrets, au moins les Russes, ça c'est sûr. Ils vont sans doute insister sur la mise en œuvre de la formule d'Anchorage, toujours la même chose. Voilà, comme on ne sait pas ce qu'est ce document, ce qui est clair, c'est que le durcissement sur le terrain est net côté russe, et qu'on parle quand même d'une possible offensive russe pour reprendre vraiment Donetsk et faire en sorte que le problème de savoir si les Ukrainiens se retirent de ce qu'ils contrôlent encore de cet oblast ne soit plus un problème, parce qu'il n'y aura plus rien à négocier. Est-ce que la Russie est toujours d'accord, comme l'idée en a flotté, serait toujours d'accord, comme l'idée en a flotté, pour, dans le cadre d'un accord global qui satisfasse ses préoccupations sécuritaires, arrêter, geler, si vous voulez, les lignes de front sur les oblasts de Zaporijia et de Kherson, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont expliqué quand même assez clairement que la centrale nucléaire de Zaporijia, elle était russe, elle le resterait, et en fait, c'était pas négociable non plus. Voilà, tout ça dans un contexte quand même où la relation avec les Américains reste très, très compliquée. Je rappelle que les Américains ont laissé tomber le dernier accord dont je vous ai déjà parlé, de limitation des armements nucléaires, le New Start, et que ça s'est fait à la demande les négociations ont été interrompues à la demande du département d'État. Donc c'est pas les Russes. Les Russes voulaient que ça se prolonge, qu'il y ait encore ce fil-là de dialogue. Bon. Voilà où on en est, si vous voulez. Pause. Ce qui est certain, c'est que si, à un moment donné, les Américains arrivent à arrêter pour eux-mêmes une position claire, personne ne pourra s'y opposer. Voilà. Je pense que personne ne pourra sérieusement s'y opposer parce que les Européens ont besoin des garanties de sécurité américaines. Donc, voilà. Si les Américains et les Russes arrivaient à s'entendre sur ce point qui est toujours le même, qui est le point bloquant, si vous voulez, je pense qu'à ce moment-là, on pourra avancer, mais on n'y est pas encore. Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer... souvenons-nous de ce qui s'est passé à propos du Vietnam. Ça a duré des années. Et au début, c'était aussi un bazar innommable dans les négociations. Mais le problème, c'est que l'Ukraine, elle n'a pas 6 ans. Il n'y aura plus d'Ukraine dans 6 ans. Donc, même si la Russie est affaiblie, je ne sais pas, économiquement, financièrement, bon... il n'y aura plus d'Ukraine, ça c'est certain. Donc on n'a pas le temps de prolonger ce manège éternellement. Enfin, je pense qu'il serait bon que les Européens et les Américains comprennent cela. Et la grande question, à la fin, reste toujours la même. Est-ce que les États-Unis ont véritablement envie de mettre ce conflit sur arrêt, voilà, ou au moins sur pause, voilà. Et à quelles conditions? Bon. Donc, ensuite, quand on voit ce maelstrom diplomatique pas très efficace, c'est le moins qu'on puisse dire, on se demande, enfin moi je me demande s'il n'y a pas aussi, j'allais dire, une autre négociation qui se fait en parallèle entre les Américains et les Russes à propos de la situation en Iran. Parce que là, donc, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux dossiers? Est-ce que les États-Unis n'auraient pas besoin que la Russie les aide à se dépêtrer de cette affaire? Et donc, il va falloir donner quelque chose. C'est toujours la même chose. Il faut que les Américains acceptent de donner quelque chose, en fait. Parce que, bon, ils sont tous à Genève. Donc, bien sûr, il y a les équipes américaines qui discutent des deux sujets, les équipes russes qui discutent de l'Ukraine, les équipes iraniennes qui discutent avec les Américains. Mais il ne faut pas oublier que Trump, avec l'énorme déploiement militaire dans lequel il s'est fourvoyé, à mon avis, il est maintenant dans une situation où soit il subit la pression israélienne et il lance une opération avec toutes les inconnues et les dangers et les risques, y compris économiques et financiers, mais aussi bien sûr militaires,
pour les États-Unis que cela, et bien sûr pour Israël que cela suppose, ou bien est-ce qu'ils cherchent un moyen de se retirer de ce guêpier avant qu'il ne soit trop tard? Et de ce point de vue-là, peut-être la Russie pourrait-elle, par l'influence et le poids qu'elle a aujourd'hui en Iran et sur l'Iran, et le niveau de relations, si vous voulez, qu'il y a dans le cadre des BRICS, mais pas seulement, entre les deux États, est-ce que la Russie ne peut pas aider Trump, finalement, à sortir de cette impasse? Parce que c'est un vrai piège, en fait. Il va devoir attaquer pour ne pas perdre la face. Et il a faussé la négociation, comme d'habitude, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on propose aux Iraniens? On leur propose de mettre à bas tout leur système de défense et de développement nucléaire, mais pas contre la fin des sanctions. Voilà. On leur propose de mettre ça en jeu, enfin de se mettre à nu, finalement, contre simplement le fait que l'armada américaine se retire. C'est-à-dire, on leur propose rien, on leur propose la fin de la menace de les détruire. Voilà. Et contre ça, ils doivent tout accepter. Donc c'est inacceptable, en fait. C'est inacceptable du point de vue de la puissance iranienne, du régime iranien, de l'État iranien, de la nation iranienne et, à mon avis, du peuple iranien aussi. Voilà. Donc, en dépit de tout ce qui est dit, notamment dans nos médias. Donc, il y a une formidable hypocrisie, si vous voulez, de l'approche américaine. En fait, ils n'offrent rien. Ils mettent en place un chantage et ils s'étonnent après qu'on les envoie bouler, pour parler très familièrement. Alors, comme ils sont quand même très habiles, les Iraniens, et qu'ils observent aussi ce qui se passe par ailleurs, ils laissent flotter l'idée, et peut-être est-ce quelque chose qui peut intéresser les États-Unis et empêcher que tout ça n'explose en vol dans un conflit dramatique, ils laissent flotter l'idée d'un accord commercial, de concession que pourrait faire l'Iran, favorable à une exploitation commune, notamment en matière énergétique, bien sûr, pour des compagnies pétrolières américaines. Et évidemment, l'atout de l'Iran pour les États-Unis, ça reste quand même son marché, sa richesse, son niveau technologique, son niveau industriel, son niveau académique. Enfin, c'est une société. Et puis, voilà, la taille de son marché, 92 millions d'habitants, tout de même. Bien sûr, ils sont agonis de sanctions depuis 20 ans, mais enfin, imaginons ce que pourrait signifier l'ouverture du marché iranien. J'en parle depuis des années. Ça explique évidemment en grande partie la pression israélienne pour détruire tout cela et le mettre à leurs mains, ou en prendre possession, en prendre le contrôle, bien sûr. Mais si on se place du point de vue des intérêts américains propres, ça peut être un peu différent. Je ne sais pas ce qu'il en est. Il y a des déclarations d'autorités politiques iraniennes qui ont laissé entendre cela. C'est peut-être ce qui est en train d'être discuté aussi à Genève, et pourquoi pas. Voilà. Donc, voilà où on en est sur l'Iran. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'il va malgré tout y avoir une série de frappes? Est-ce que toutes ces négociations sont une pure mascarade? Est-ce qu'au contraire, on commence à entrer dans le dur de choses acceptables, enfin d'un compromis? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les petits papiers des négociateurs actuels, ni américains, ni évidemment iraniens. Troisième point, c'est Rubio, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a fait un discours quand même très intéressant à Munich, après celui l'année dernière du vice-président J.D. Vance, qui avait été extrêmement brutal et désagréable à entendre, on peut l'imaginer, pour les chefs d'État européens. Sur le déclin civilisationnel du continent européen, des nations européennes, la déliquescence culturelle, sociale. Bon. En fait, Rubio a fait la même chose, mais entre-temps, il s'est passé un an. Et pendant cette année-là, Trump est revenu au pouvoir, a montré les dents dans un certain nombre de domaines, a menacé à peu près toute la planète de droits de douane, est intervenu au Venezuela, a
comment dirais-je, s'est opposé aux Européens sur le dossier ukrainien, est intervenu contre l'Iran en juin dernier en soutien d'Israël. Enfin bref, il s'est passé énormément de choses et surtout il s'est passé une sorte de divorce entre les Européens et les Américains à propos de l'Ukraine, puisqu'il y avait cette volonté, en tout cas affichée de Washington, d'aller vers un accord, et les Européens qui faisaient de la résistance et qui ne voulaient surtout pas, et qui ont commencé après à essayer de vendre ça sur le thème bon, ben on va aller vers notre souveraineté stratégique européenne, puisque l'Amérique nous abandonne. Bon. Donc, ils sont abandonniques. Voilà, les leaders européens sont orphelins d'une administration démocrate, bien sûr, avec laquelle ils étaient plus en phase, en tout cas pour la plupart d'entre eux, et orphelins, voilà, de se sentir d'un seul coup lâchés et conduits, parce qu'ils ne savent pas changer de pied, conduits à s'entêter dans un affrontement de plus en plus abscon, à mon avis, avec la Russie, etc., etc. Donc, qu'a fait Rubio? Ben, il leur a passé une belle couche de pommade sur le thème « Mais l'Amérique est l'enfant de l'Europe, et moi-même, je suis un enfant de l'Europe, et nous venons de la même civilisation, nous devons rester ensemble, nous avons besoin d'une Europe forte, nous avons besoin d'États européens qui ne soient pas des vassaux, etc., etc., etc. » Donc de la musique douce aux oreilles de ces Européens abandonnés et abandonniques, n'est-ce pas? Mais pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, les États-Unis sont de nouveau, et c'est ce que j'avais dit quand Trump est revenu au pouvoir, sont en train d'opérer une sauvegarde en fait de l'Occident en plein déclin, et qu'il faut les suivre, et qu'il faut en conséquence, d'une manière ou d'une autre, finir par leur obéir au sein de l'Alliance, au sein de toutes les structures, et bien sûr obéir aussi d'ailleurs à leurs injonctions économiques, financières ou énergétiques. Bon, ça a été fait par la précédente administration avec Nord Stream, enfin voilà, ça nous a semblé normal à l'époque, mais aujourd'hui on en paye quand même le prix très très lourd en termes d'énergie. Bref, il a dit, voilà, en gros, écoutez, on ne vous abandonne pas, vous êtes des petits nous, voilà. Mais soyez nos supplétifs dans notre nouvelle croisade, ce qui est celle de la récupération de notre hégémonie mondiale, n'est-ce pas, en toute simplicité. Et nous allons repartir à l'assaut via la force, s'il le faut, la paix par la force, c'est le nouveau mantra de Trump, et bien du monde entier, bien sûr de l'hémisphère occidental, comme ils l'ont dit dans leur document de sécurité, mais bien au-delà. Bien au-delà, c'est du néocolonialisme pur en fait. C'est voilà, tout ça sur le thème, l'Amérique est indispensable, l'Amérique est exceptionnelle, l'Amérique doit leader le monde naturellement et il faut déclarer la guerre en fait à la multipolarité et à tous ceux qui ne comprennent pas cette évidence et osent prétendre remettre en cause notre dollar, évidemment. Nous mettre en difficulté avec notre dette, n'est-ce pas, quand même, ils en sont à des trillions et des trillions. Je dirais même, oui, c'est quoi? C'est 35 trillions de dollars, la dette américaine, donc il y a un vrai problème, et je vais terminer comme ça. Et donc, venez avec nous, revenez avec nous, soyez avec nous, comprenez ce que nous voulons faire. Vous avez choisi le déclin, vous n'avez pas compris ce que vous faisiez. Reprenez-vous, ressaisissez-vous, mettez fin à vos migrations de masse. Voilà, il en a appelé non pas à l'Europe en tant qu'ensemble un peu flou, mais aux États européens. Alors évidemment, ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui ont encore un intérêt pour leur souveraineté nationale qu'aux européistes, si vous voulez, mais globalement, le message c'est on vous reprend sous notre aile, ça veut dire sous notre contrôle, ça veut dire que vous allez, d'une manière ou d'une autre, finir par faire ce qu'on veut. Et voilà, et notre protection est toujours là, et l'OTAN n'est pas morte. Ça, ceux qui se sont imaginés que l'OTAN allait mourir, franchement, ne comprennent pas à quoi sert cette organisation. C'est un organisme de contrôle central du continent européen.
Voilà, enfin, de la partie européenne, en tout cas de l'Eurasie, mais certainement de l'UE. Donc, et contre la Russie, bien sûr, in fine, mais surtout contre la Chine, puisque voilà, c'est se remettre en ordre de bataille face à la Chine. Alors, ça se voit comment? Face à ce discours qui vaut la peine d'être écouté, je vous y engage, ça se voit comment? Eh bien, en fait, ce que demandent les Américains, et manifestement certains pays européens l'ont déjà bien compris, dont la France, mais pas toute seule, eh bien, c'est qu'on les aide à maintenir leur économie, le dollar, et à empêcher, bien sûr, toute alternative crédible et soutenable, qui est évidemment c'est une manière de cibler clairement ce que font les BRICS. Donc, on voit bien là que quand il y avait cette espèce de divorce après le retour de Trump avec l'Europe, au lieu de simplement parler de sa souveraineté, etc., comment faire en fait pour concrètement reprendre un peu de poids dans le game, hein, dans le jeu? Eh bien, il faut éviter de toujours faire ce que les Américains demandent, c'est-à-dire en gros qu'on achète des bons du Trésor américain, qu'on les aide en fait à financer leur dette abyssale. Voilà. Si on voulait reprendre du poids en fait politique, non seulement il faut arriver à avoir des champions européens ou des champions nationaux, il faut arriver à faire en sorte que les marchés européens soient attractifs, il faut arriver, les marchés européens de capitaux bien sûr soient attractifs, etc. Mais il faut certainement arrêter de juste obéir aux demandes de Washington de racheter des bons du Trésor américain ou d'investir aux États-Unis ou de laisser délocaliser nos entreprises aux États-Unis, etc., etc. Il faudrait, c'est évident. Or, que fait l'Europe depuis l'automne 24 et là maintenant on arrive, enfin ça se voit, hein, plus d'un an après, eh bien on achète massivement des bons du Trésor américains. Que ce soit les Britanniques, bien sûr, les Belges, mais aussi les Français, tandis que les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, eux, ils réduisent leurs expositions à la dette américaine, hein, leurs expositions respectives. Donc, en fait, l'Europe fait le choix de coller aux États-Unis de nouveau. Donc, l'utopie, si vous voulez, de l'autonomie stratégique européenne, elle est totale. Elle est dans tous les domaines. Voilà, ça en prend un coup clairement. Donc, il faut savoir que les Européens avaient, selon JP Morgan, ils ont à peu près 8 trillions de bons du Trésor américain. Voilà, en leur possession. C'est-à-dire à peu près un quart, 24%, des 34 trillions américains de dollars hein, du marché des bons du Trésor, des bons gouvernementaux. Donc, évidemment, en fait, ils ne peuvent pas les vendre, parce que s'ils les vendent, bien sûr, ça va gêner considérablement les États-Unis, mais comme nos économies sont étroitement interdépendantes, ça va évidemment non seulement gêner bien sûr les États-Unis en rendant plus difficile pour eux le fait de mettre sur le marché de nouveau la dette de nouveau hein, à des taux intéressants, pas trop élevés, donc pour eux ça va être beaucoup plus cher si vous voulez, si on vendait tout ça. Mais, et ça aurait calmé leur néo-impérialisme peut-être, mais l'Europe ne peut pas le faire, parce que c'est nos propres économies qui seraient aussi affaiblies. Et puis, les bons du Trésor américain, en Europe, ils sont aussi détenus majoritairement, quand même, je crois, par le secteur privé. Donc, on ne voit pas très bien comment les gouvernements européens pourraient forcer, en fait, les investisseurs privés à les vendre massivement. Et ça aurait pour nous, bien sûr, aussi, ça emporterait des pertes considérables, parce qu'on les vendrait dans un marché qui serait en train de tomber, donc on les vendrait mal, etc., etc. Donc, en fait, les États-Unis et l'Europe sont clairement tellement interconnectés
qu'on est embarqué, si j'ose dire, dans le vaisseau américain, bien sûr, à notre étage, hein, et donc, manifestement, on n'est pas capable de le faire. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont quand même très intéressants. Je mets mes lunettes. Donc, en octobre 25, on va vous mettre ce tableau dans la mondoscopie. Vous voyez, alors, la Chine, le Brésil et les États-Unis, donc qui sont des membres des BRICS, depuis octobre 24, ils n'achètent plus, en fait, ils vendent des bons du Trésor. Voilà. En grande quantité, hein, en grande quantité, 71 milliards pour les Chinois, 61 pour le Brésil, 50 pour les Indiens. Du côté de ceux qui achètent, ben, je vais commencer par les plus obéissants, on va dire, ben, ce sont évidemment les Britanniques, 131 milliards. Ils détiennent 131 milliards en plus de bons du Trésor américains depuis octobre 24. Les Belges, 118 milliards. Les Japonais, 98 milliards. Et les Français, 4e position, 60 milliards. Voilà. Après, il y a les Canada, les Émirats Arabes Unis, les Norvégiens, les Singapouriens, les Taïwanais, les Allemands, 12 milliards en plus. Ils ont racheté 12 milliards, enfin 13 milliards même. Le Luxembourg, la Suisse, bon, 4 milliards et demi, mais enfin c'est la Suisse, hein, voilà. Bref, donc vous voyez que, en fait, les États-Unis n'ont pas trop d'inquiétude à se faire sur la souveraineté stratégique européenne. Voilà. Elle va prendre des modalités d'habillage, des modalités cosmétiques, des modalités, tout ce qu'on veut. Mais à la fin, le grip, l'emprise, la tutelle est quand même très forte du fait effectivement de l'interpénétration de nos économies, de la dépendance en fait des économies européennes par rapport aux économies américaines et du fait qu'on ne se risque pas comme on n'a pas été capable de comprendre que l'Eurasie était grande et qu'il faut aussi faire autre chose que juste avoir une hostilité de pierre vis-à-vis de Moscou, de la Russie et voilà, une vision complètement américanisée d'ailleurs de ce qu'est la Chine. On a une vision du monde qui est tellement occidentalisée et qui a tellement de mal à s'ouvrir qu'on en fait les frais, qu'on en a fait les frais, qu'on en fait les frais et que je crains bien que l'on en fasse les frais encore à l'avenir. Voilà, je vous laisse, j'ai été un peu trop longue, 50 minutes c'est trop par rapport à ce que je veux faire désormais. Si vous avez aimé cette mondoscopie, je vous en prie, partagez-la, likez bien sûr, commentez, inscrivez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, soutenez-nous, faites connaître la chaîne autour de vous, soutenez-nous bien sûr via Tipeee et en vous abonnant au Cercle des Amis de Paix et Guerre, où je vous donne d'autres contenus en plus. Nous aurons d'ailleurs cette semaine, un peu en avance pour des raisons techniques, notre grand direct, ce qui se passera ce dimanche, parce que ce ne sera pas possible la semaine prochaine, malheureusement. Voilà, c'est le mois de février, c'est un peu compliqué. Bonne soirée, chers amis, à très vite. Au revoir.